Bonjour, je me présente, Tony Civino. Je suis responsable d'opération au bureau d'études EVA et aujourd'hui je vais vous présenter les résultats d'une fouille que j'ai menée en 2019 dans le cadre des cycles de conférences de recherche archéologique à Lyon, au musée Luc du Neume et théâtre romain. Bon, voilà, donc c'est une fouille d'archéologie préventive qui fait suite à une prescription dirigée par Luc-François Diméré, prescrite en 2019, qui fait suite à une fouille de diagnostic réalisé par Catherine Bellon en 2018, donc qui est à l'INRAP, et qui a permis de révéler, dans une parcelle située dans le 5e arrondissement, plus précisément au sud du quartier de l'Anticaille, des vestiges antiques. Donc, dans ce cadre-là, dans le cadre de la construction d'un immeuble, l'aménageur nous a choisi, donc le bureau d'études EVA, pour mener cette opération. Donc c'est une petite opération avec une parcelle assez réduite, de 180 mètres carrés environ, mais assez profonde. Et cette fouille a duré au minimum 1 mois et demi, puisqu'ensuite il y a eu des suivis de travaux, etc. Et cette opération, donc réalisée au mois de novembre et décembre 2019, a permis de révéler l'histoire d'une parcelle du quartier de l'Anticaille, depuis les années 30-20 avant Jésus-Christ jusqu'à, on va dire, jusqu'à une période très récente. Mais en fait, les vestiges les plus importants sont bien évidemment les vestiges d'époque romaine. Donc c'est un quartier assez emblématique, le quartier de l'Anticaille. Ce quartier se trouve à mi-pente entre le plateau de la Sahara à l'ouest et la Saône à l'est. Et il se trouve au sud des théâtres. Donc, le quartier des théâtres du musée du Neume, des théâtres antiques. Donc un quartier qui est assez emblématique, qui a été enrichi par des découvertes récentes. En 2011 et 2012, il y a eu une fouille réalisée par le service archéologique de la ville de Lyon, par Étienne Hoffmann, qui avait révélé aussi l'histoire d'un habitat depuis la période augustéenne jusqu'à une période très récente. Donc au total, 3 phases d'occupation antique ont été appréhendées sur le site. Donc je rappelle, sur une parcelle de 180 mètres carrés. Donc la première phase d'occupation, elle date des années 30 avant Jésus-Christ. Alors en aparté, pour ce qui concerne les périodes les plus anciennes, notamment la période gauloise, puisqu'on sait qu'il y a une occupation gauloise sur la colline de Fourvière à cette époque, on a très peu de choses. On a quelques éléments de fragments d'amphores italiques, qui dataient plutôt du 1er et 2e avant Jésus-Christ, mais ces fragments sont en position résiduelle sur le site. Mais vraiment, la première véritable occupation date des années 30-20 avant Jésus-Christ. Alors, comment cette occupation est matérialisée sur le site? Donc, en fait, il s'agit d'une série de maçonneries, de fondations de murs, extrêmement bien construites, donc avec des matériaux d'origine locale. Donc, c'est des murs typiquement romains, avec du granit, lié au mortier de chaux, un mortier de chaux très puissant, et qui repose sur des semelles de galets, des galets de rivière. Donc, des constructions assez bien ancrées sur cette partie de la colline, que je répète, on est sur une pente. Et malheureusement, en dehors de ces maçonneries, on n'a aucun équipement associé, ni des niveaux de sol. Donc pour la fonction de ces espaces mis au jour, c'est vrai que c'est très difficile d'appréhender la fonction des bâtiments. Mais on a quelques éléments quand même pour émettre des hypothèses. Alors ces séries d'espaces de bâtiments en fait, se développent sur 2 terrasses, une partie supérieure au nord, une partie inférieure au sud. Le bâtiment, scindé par un mur de soutènement assez puissant. Et ce mur de soutènement, en fait, fonctionne avec un bâtiment dont on a seulement la partie méridionale. C'est un bâtiment équipé d'une abside, donc d'un exèdre dans la partie sud. Donc ce plan peut évoquer plusieurs choses pour la période romaine, mais à mon avis, c'est plutôt lié à un espace thermal. On verra pourquoi par la suite. Donc on aurait, dès la période augustéenne, dès les années 30 avant Jésus-Christ, un premier établissement thermal, probablement public. Alors, ce bâtiment abside a aussi révélé plusieurs vestiges qui viennent après la construction. Donc, le premier élément, c'est une cave construite dans l'abside. Donc, la fonction de cette cave est indéterminée, une cave liée
au service du bâtiment. Ça, on ne peut pas le dire pour l'instant. Et puis cette cave ensuite a donné place à une structure assez originale et singulière. C'est une structure de combustion, donc structure à plan rectangulaire, équipée d'un exèdre dans la partie ouest, et qui a servi à chauffer quelque chose. Alors moi je ne sais pas. Donc cette chose-là, nous l'avons montré aux spécialistes des thermes en Gaule, à la Mouette, que je remercie. Et c'est vrai que cette chose-là, cette construction n'a rien à faire dans les thermes. Donc après, on a été voir un peu de partout pour voir si on a des comparaisons. Donc j'ai contacté Alain Ferdière, un grand spécialiste de la Gaule romaine, pour savoir s'il avait déjà vu des choses de ce type. Et effectivement, et malheureusement, il n'a jamais vu ce type de structure, hein, de combustion. Donc c'est vrai que lorsqu'on regarde le plan et puis de manière générale cette structure, on peut évoquer la présence d'un fumoir ou d'un séchoir. Mais bon, c'est vrai que c'est quand même assez loin comme comparaison. Alors je suis allé voir aussi Nicolas Montex, qui est le spécialiste des fours à pain, pour voir si on n'avait pas un four à pain qui a servi lors d'une phase de construction, par exemple, d'un chantier de construction. Les ouvriers mangeaient bien. Donc là aussi, mais il m'a répondu que non, donc ça ne ressemblait pas au four à pain connu dans le monde romain. Donc voilà, donc ça reste quand même une énigme. On verra, j'espère qu'on trouvera la solution. Donc là, tout ça se passe voilà, dans les années entre 30 et 20 Jésus-Christ. Il faut signaler pour cette période aussi la présence de deux fosses qui ont été creusées aux angles d'une pièce. Une fosse qui a livré un mobilier céramique assez important, assez riche, donc qui permet de dater les constructions, et aussi toute une série de matériaux de construction, et notamment des tomettes en terre cuite. Hein, ce sont des petites briquettes en céramique qui servaient pendant la période romaine, et notamment à la période augustéenne, à la confection de sols dites en opus spicatum, donc en arête de poisson. Donc c'est des types de revêtements qu'on retrouve abondamment dans les aménagements hydrauliques, type bassin, citernes, etc. Donc les exemples les plus proches sont les bassins des maisons du pseudo-site de Cybèle, donc fouillé par Armand Débat dans les années 1990. Donc on a des bassins au milieu des maisons en opus spicatum. Et puis aussi, on a aussi des réservoirs et des citernes avec ce type de revêtement. Mais on peut retrouver ce type de revêtement dans l'habitat classique, notamment par exemple en Montbeuvray, en Bourgogne, où on a une maison avec ce type de revêtement. Mais bon, pour ma part, je pense que c'est plutôt lié à un aménagement hydraulique, et dans les thermes, ça va très bien. Donc là, on a retrouvé d'autres types de matériaux, etc. Donc extrêmement important pour la compréhension du site. Donc voilà, donc hormis ces choses-là, nous avons très peu de choses, donc je disais, très peu d'équipements associés. Nous avons aucun niveau de sol, malheureusement. Ça, c'est vraiment dommage. Bon, voilà. Donc après, bon, l'interprétation, hein, puisque bon, il faut donner une interprétation de ceci, moi je pense que c'est plutôt donc, des termes. Donc des termes grâce au plan du bâtiment abside, grâce à la présence des toilettes. Et puis après, par rapport aussi à la fonction des bâtiments des autres phases postérieures, qui là, on a la preuve, il n'y a pas de souci, que ce sont bien des termes. Alors, qui dit terme dit eau. Donc voilà, donc il fallait bien approvisionner ces bâtiments en eau. Donc à l'époque augustéenne, il pouvait y avoir trois formes d'alimentation. Alimentation par les puits, donc par les nappes phréatiques. On sait qu'il y a de l'eau sous la colline de Fourvière. Hein. Il y a pas mal de galeries de captage. Il y a des puits qui sont attestés, mais surtout sur le plateau de la Sarraz. Dans le secteur du théâtre, enfin des théâtres et surtout de l'Antiquaille, il y a très peu de mentions de puits. Et ensuite, il y a l'eau de pluie. L'eau de pluie au travers des citernes, mais malheureusement, on n'a aucune citerne attestée dans ce secteur. Et puis les aqueducs. Donc, tout le monde le sait, je pense, il y a 4 aqueducs qui alimentaient la ville de Lugdunum. Et là, par contre, la datation est encore mal renseignée, notamment pour certains aqueducs, malgré le fait qu'il y ait un groupe de recherche qui travaille sur cette problématique. Et on pense que l'aqueduc de Liseron était un super élément pour alimenter d'ores et déjà la ville à l'époque augustéenne. Donc voilà, donc ça peut être un superbe candidat. D'autant plus qu'une fouille d'archéologie préventive a été menée dans le 5e arrondissement par Sylvain Motte, qui est de l'INRAP, qui a permis de livrer les vestiges d'une portion de l'aqueduc de Liseron, donc, et qui a été datée précisément de l'époque augustéenne.
Donc voilà, donc ça peut être un élément supplémentaire pour attester la présence d'un ouvrage hydraulique dès cette période. Par ailleurs, donc l'ensemble de ces vestiges, bon, je me répète, malgré la surface assez restreinte de la fouille, permet donc de documenter on va dire l'urbanisme à l'époque augustéenne dans ce secteur de la ville de Lyon. Donc ça complète les données livrées par les fouilles de Etienne Hoffmann en 2011 et 2012 sur la parcelle qui se trouve au nord de l'Antiquaille. Permet aussi d'enrichir donc la carte archéologique. Donc les vestiges découverts sur le site s'intègrent bien dans la trame B la trame bière B de Luc de Neume, donc une trame qui a été établie par Michel Lenoble et Philippe Thirion dans le cadre de l'Atlas topographique de Lyon du 2. Donc ça, c'est quelque chose de très bien. Et puis en fait, ça rejoint bien le plan d'urbanisme augustéen, bien attesté à cette époque, notamment avec la construction du fameux prétoire d'Agrippa. Donc Armand Desbats, dans les années 1990, a fouillé une maison assez luxueuse, assez atypique, bien équipée, qui pourrait être en fait le palais d'Agrippa, Agrippa qui est le gendre d'Auguste, qui est gouverneur des Gaules, donc ça irait bien avec ça. Donc on aurait peut-être aussi des termes de cette époque-là. Donc ça sert bien dans ce plan d'urbanisme. Donc après cette première phase d'urbanisme qui date de la période augustéenne, un second plan d'urbanisme a été détecté au travers des vestiges. Un second plan qui, là, s'interprète véritablement comme des bains, et des bains publics, enfin des termes publics. Donc cette nouvelle phase d'urbanisme date très précisément de la période tibero-claudienne. Donc c'est une phase à Lyon qu'on connaît très bien, avec par exemple ce qui se passe sur le plateau de la Sarraz, notamment. Et les vestiges qui ont été découverts pour cette phase-là sont un peu mieux conservés, avec des équipements un peu plus ostentatoires et visibles pour nous, archéologues. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons découvert toute une série de bains, en l'occurrence une petite piscine chauffée par un système qu'on appelle préfournium, par un foyer qui est localisé dans une pièce annexe. Donc une petite piscine extrêmement bien décorée. Malheureusement, ce n'était pas en place, mais nous savons que cette piscine était décorée de marbre et de mosaïque. Donc une petite piscine de 2 mètres de diamètre à peu près. Cette petite piscine était associée à un bassin à plan rectangulaire, un bassin d'eau froide cette fois-ci, pas d'eau chaude. Et ce petit bassin rectangulaire était associé cette fois-ci à une grande piscine circulaire de 5 mètres de diamètre, donc équipée d'une banquette, et puis avec des salles annexes, et chauffée par un système qu'on connaît pour la petite piscine, un système qu'on appelle préfournium, par un foyer qui est placé dans une pièce annexe. Donc voilà, donc tout un système de bains, petits bains, grands bains, chauffés, pas chauffés, etc. Donc qui oriente la réflexion vers des termes pas classiques. Alors ça, c'est une hypothèse qui m'a été donnée par le spécialiste des termes en Gaule, en l'occurrence Alain Bouet, que je remercie. Et c'est vrai que lorsqu'on regarde le plan, avec ces séries de bassins, qui est quand même assez caractéristique, et puis là, on voit un cheminement qui n'est pas classique par rapport aux termes qu'on peut voir dans les villes romaines. On serait plutôt dans les termes thérapeutiques. Donc, pour résumer, dans le lendemain, il y a 2 types de termes. Il y a les termes hygiéniques, classiques, qu'on peut voir dans la littérature, et puis les termes thérapeutiques, curatifs. Donc, c'est vrai qu'en fait, lorsqu'on regarde la documentation, notamment une documentation qui a été relue par Alain Bouet, ces séries de termes existent abondamment en Gaule et dans le monde romain. Alors en Gaule, il y en a de nombreux exemples, les plus remarquables sont placés par exemple à Sanxay, dans le département de la Vienne, ou à Paris, sur le site du Collège de France. Donc voilà, on a ce système de bains chauds, de bains froids, dans une surface assez réduite. Et donc, en fait, on aurait la même chose sur le site de l'Antiquaille, même si, je me répète, l'emprise est assez réduite.
Donc on aurait des termes thérapeutiques. Alors qui dit terme thérapeutique dit eau curative, comme aujourd'hui avec le thermalisme qu'on peut voir par exemple en France. Or, nous savons qu'en France, hors Gaulle, pardon, les termes qu'on connaît, notamment les termes du Collège de France, étaient alimentés par de l'eau normale, donc apportée par les aqueducs, etc. Donc à Lyon, on devait avoir le même schéma, donc des termes thérapeutiques, probablement publics, alimentés par de l'eau normale. Alors, tout à l'heure, je vous ai parlé des systèmes d'alimentation. Là, pour cette période, donc on est à la période tibéro-collodienne. Donc, nous savons qu'il y a au moins 3, voire 4 aqueducs qui étaient en place autour de Lyon pour alimenter la ville antique. Et nous pensons que l'aqueduc du Liseron et l'aqueduc du Mont d'Or pouvaient alimenter ces termes. Alors, il y a quelque chose aussi qui est remarquable, c'est qu'il y a une citerne qui se trouve à proximité des termes de l'Antiquaille, une terme qui est localisée plus précisément sur la place des Minimes, là où il y a la station de métro. En fait, il y a une citerne qui est connue depuis très longtemps, depuis le XVIIIe siècle, et qui a été en fait revue par Amat-Blondin, donc l'archéologue lyonnais de la première moitié du XXe siècle, qui l'a en fait décrite en raison de la construction du funiculaire. Donc c'est une citerne assez imposante, hein, et qui a pu donc alimenter les termes de l'Antiquaille. Malheureusement, elle est extrêmement mal datée. Une opération récente réalisée en 2009 par Étienne Hoffmann du service archéologie de la ville de Lyon a pu en fait décrire plus précisément de manière scientifique cette citerne. Mais malheureusement, nous n'avons pas de datation. Après cette seconde phase d'urbanisme datée de la période tibéro-collodienne, une troisième phase a été décelée sur le site. Donc une phase qui en fait se résume à quelques travaux dans un secteur précis, notamment au niveau de la piscine, la petite piscine circulaire. En fait, elle est abandonnée dans le courant du 1er siècle après Jésus-Christ pour laisser place à un escalier. Donc un escalier qui menait à une pièce inconnue puisque cette pièce se situe en dehors de l'emprise de fouilles. Mais cet escalier menait au petit bassin rectangulaire. C'est la seule chose qu'on sache au sujet de cet escalier. Alors, une chose qui est remarquable, c'est que ces escaliers étaient constitués d'éléments récupérés probablement d'un équipement antérieur. Et l'une d'entre elles, enfin, une des marches de ces escaliers avait une rigole qu'on peut retrouver par exemple dans les latrines romaines. Donc dans les latrines romaines, il y avait bien évidemment une pièce réservée pour les besoins, et dans cette pièce il y avait des rigoles qui amenaient l'eau pour nettoyer les éponges. Et ce type de rigole, donc, on l'a retrouvé sur un bloc qui constituait une des marches de cet escalier et qui pourrait attester la présence de latrines à une époque antérieure, et peut-être à l'époque augustéenne. Ça, c'est une hypothèse qui est assez intéressante pour ce type d'équipement. Alors voilà pour ces travaux du 1er siècle après Jésus-Christ, ces travaux qui sont peut-être contemporains en fait, de la construction des thermes de la rue des Farges. Donc la rue des Farges se trouve à 200 mètres à l'ouest de l'Antiquaille. Donc dans les années 50-60, des thermes monumentaux ont été construits, donc publics. Donc des termes qui ont été fouillés dans les années 1970-1980 par une équipe dirigée par Armand Desbains. D'après Alain Brouet, les termes de la rue des Farges seraient l'un des établissements les plus grands de Gaulle. Donc voilà, donc on aurait un monument public à cet emplacement. Donc on aurait des termes classiques, on va dire hygiéniques, rue des Farges, et des termes thérapeutiques au niveau de l'Antiquaille. Ensuite, il faut attendre véritablement le milieu du IIe siècle après Jésus-Christ pour avoir une nouvelle, comment dirais-je, pas une phase d'urbanisme, mais de nouveaux travaux. Et des travaux, en fait, qui se résument à de la restauration de la plupart des pièces des thermes. Donc, on refait tous les revêtements, notamment les mortiers de tuileaux des piscines, de la grande piscine et du bassin rectangulaire. L'escalier est condamné pour laisser la place, en fait, à des supports de chaudières et de réservoirs d'eau, donc pour alimenter les thermes. Puisque nous avons retrouvé, alors les chaudières, enfin les éléments de réservoir, nous n'avons pas retrouvé, mais nous avons retrouvé des tuyaux en plomb, donc qui amenaient l'eau depuis ces réservoirs jusqu'au bassin.
Et puis nous avons retrouvé aussi le système d'évacuation des eaux des bassins, donc il se dirigeait à l'extérieur des terres. Donc voilà, donc aussi on reconstruit le préfournium de la grande piscine, donc assez bien agencé, parce qu'il fallait quand même un espace adéquat pour chauffer cette grande piscine circulaire, dont je me répète, hein, elle fait 5 mètres de diamètre à peu près, équipée de banquettes et puis de salles annexes, donc quelque chose assez majestueux. Nous avons retrouvé dans les niveaux d'ébullition des enduits-pins, ce qui veut dire que ces thermes étaient revêtus d'enduits. Nous avons trouvé aussi des éléments de marbre. Donc voilà, très peu, mais nous avons retrouvé des éléments de marbre qui attestent quand même une décoration assez aisée, on va dire, de ces salles. Donc cette phase de réfection qui date du milieu du deuxième est contemporaine de la phase aussi de réfection des thermes de la rue des Farges, donc qui date aussi de cette période, on va dire milieu du deuxième, sur le moitié deuxième. Et ces deux établissements contemporains perdurent au moins jusqu'au début, voire au milieu du IIIe siècle. Donc c'est une période où la partie de la ville haute de Lugdunum est abandonnée. Donc les populations désertent ce quartier. On remploie les matériaux et on les transfère vers les nouveaux quartiers névralgiques de la ville, qui se trouvent en contrebas. Ce sont les quartiers fluviaux autour de la Saône et du Rhône. Et c'est ce qui se passe sur le site de l'Antiquaille. Donc on sait qu'à partir du milieu du IIIe, ces thermes ne fonctionnent plus et servent de carrière pour les nouvelles constructions. Alors pour ce qui concerne la période qui suit, c'est-à-dire l'Antiquité tardive, de manière générale, on a très peu de choses, très peu de témoignages sur la colline de Fourbière. Je disais, donc on a des traces de récupération de matériaux. Mais là, pour le coup, sur le site de l'Antiquaille, nous avons découvert au fond du bassin rectangulaire, donc une sépulture plurielle, c'est-à-dire une sépulture avec plusieurs individus. Donc en l'occurrence, nous avons 5 individus de bas âge, donc on appelle, c'est des enfants qui ont entre 1 mois et 1 an. Et donc voilà, donc on a choisi cet emplacement. Alors les raisons, on ne les connaît pas, hein, cet emplacement pour inhumer cette série d'enfants immatures. Donc voilà, donc c'est quelque chose qui est extrêmement rare, puisqu'on a pu dater ces sépultures de l'Antiquité tardive du IVe siècle. Or, les sépultures de cette période sont surtout localisées à la périphérie de la ville, notamment dans le quartier de Saint-Irénée, quartier Saint-Just, quartier de Trion, etc. Et dans le cœur de la ville, dans le cœur de l'habitat, on a rarement mention de sépulture de cette date-là. Donc c'est vrai que c'est probablement peut-être la première sépulture attestée au cœur de la ville antique. Alors ensuite, pour la période médiévale, nous avons très peu de choses, hormis une fosse extrêmement intéressante. Donc c'est une fosse qui est assez profonde, avec un profil assez cylindrique, et au fond de laquelle nous avons trouvé un crâne isolé. Alors ce crâne avait la particularité d'avoir un impact sur la tête. On a l'impact, donc dont l'origine est probablement une arme. Et c'est vrai que la présence de ce crâne au fond d'une fosse est quand même assez énigmatique, notamment dans ce secteur de la ville. Et donc en fait, nous avons réalisé dans un premier temps une analyse radiocarbone pour dater ce crâne. Donc la datation obtenue est le 9e siècle. Et nous savons que sur la parcelle d'à côté, donc sur la parcelle fouillée par le service archéologique de Lyon en 2011-2012, ils ont retrouvé une aire sépulcrale avec une dizaine d'individus. Et les datations qui ont été fournies également par les radiocarbones datent de cette époque aussi. Donc on aurait en fait une sorte de cimetière dans ce secteur de l'Antiquaille de cette époque. Alors la particularité des sépultures qui ont été fouillées sur la parcelle fouillée par le service archéologique de Lyon est la présence de squelettes avec des traces également de coups, de blessures. Donc on aurait ici une population guerrière. D'autant plus qu'on a retrouvé la sépulture d'une femme associée avec une arme. Donc on aurait une population guerrière de cette période, donc entre on va dire le 7e et 9e siècle, dans ce secteur de l'Antiquaille. Alors c'est vrai que là aussi, les sépultures au cœur de l'habitat
cœur de l'habitat, de l'ancien habitat antique, sont assez rares. Hein. On en a rue des Farges, au niveau des thermes. On a toute une série de sépultures qui datent entre le 5e et le 7e siècle. On en a à l'Antiquaille. Et par ailleurs, elles sont assez rares. On les retrouve abondamment, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans le quartier de Saint-Irénée, le quartier de Saint-Just, le quartier de Saint-Laurent, qui se retrouve en bas au niveau de la Saône, et aussi dans le quartier de Trion. Donc voilà, donc on aurait une fosse, une fosse probablement de récupération de matériaux, qui aurait perturbé une sépulture, donc du 9e siècle, une sépulture d'un individu, d'un homme en l'occurrence, qui portait les traces d'un coup, et ensuite on a mis le crâne, on a rejeté le crâne au fond de la fosse. Donc voilà. Et la chose la plus importante, c'est que pour cette période, qui est assez quand même mal documentée de manière générale à Lyon, et ce dans cette partie de la ville, on aurait un cimetière d'individus, probablement de soldats, de cette époque. Donc après cet épisode funéraire, le site est abandonné et sert encore de zone de carrière, puisqu'on a retrouvé des traces de chaux. Donc des traces de chaux, donc on a récupéré des blocs pour faire de la chaux pour les nouvelles constructions, et qui datent de l'époque moderne. Et ensuite, au XIXe siècle, on a construit le fameux hôpital de l'Antiquaille, dont on a retrouvé notamment dans la fouille les fondations. Voilà donc l'histoire de ce site, hein, depuis les années 30-20 Jésus-Christ jusqu'au XIXe siècle à peu près. Donc, en définitive, cette opération a permis de connaître un pan de l'histoire, surtout l'histoire antique, de cette partie de la ville antique, de l'Antiquaille, donc qui complète les données apportées par les fouilles de l'Antiquaille du service archéologique de la ville de Lyon, hein, qui a livré l'histoire aussi d'un habitat depuis la période augustienne jusqu'au IIIe siècle, voire au-delà. Donc voilà, donc ça complète et ça enrichit véritablement la documentation de ce secteur à la période antique. Ça a révélé quand même pour la première fois des termes thérapeutiques, donc je remercie encore Alain Bois pour cette information. Et puis on peut se demander si l'inscription qui a été retrouvée au XIXe siècle dans le quartier Saint-Georges, au bord de Saône, est liée à ces termes. Je m'explique. Donc c'est une inscription funéraire d'une dame qui a été payée par son mari et qui mentionne donc, les bains d'Apollon. Donc on peut se demander si les bains d'Apollon, donc Apollon qui est un dieu qui est lié aussi au monde de la médecine, ne seraient pas les thermes de l'Antiquaille. Ça peut être aussi les thermes de la rue des Farges ou un autre établissement inconnu pour l'instant, situé à Lyon. Mais on peut se demander si véritablement les termes thérapeutiques de l'Antiquaille ne sont pas, in fine, les bains d'Apollon. Et puis dernière chose, c'est que lors de la phase de diagnostic qui a été réalisée en préalable de la fouille, donc réalisée par Catherine Bellon, ils ont retrouvé une inscription mentionnant un procurateur. Un procurateur, donc quelqu'un de très important, un aristocrate, hein, important à Lyon. Et on peut se demander si cette inscription a été retrouvée, bon, bien évidemment dans les déblais on va dire modernes, contemporains du site, si cette inscription n'était pas à l'origine installée dans les termes de l'Antiquaille, dans ces termes-là. Parce que nous savons que les riches romains entretenaient, payaient, géraient des termes, puisque les termes, ça permettait d'avoir un revenu assez important régulièrement dans cette partie de la ville.